Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir pour la deuxième édition d'Happy Hour de 2025. Ouais, deuxième déjà. Un sujet qui est crispant, un sujet qui heurte certaines personnes, un sujet en tout cas qui est clivant. Ce soir qu'on a voulu aborder. Je me répète un petit peu pour les personnes qui sont habituées à venir, même s'il y a beaucoup de nouvelles têtes ce soir, donc c'est chouette. Merci encore d'être venus. C'est un sujet dont on voulait débattre, discuter depuis assez longtemps. Et là, cette année, on s'est dit quand même, avec les chiffres qui sont sortis l'année dernière, plus de 80%, 70%, on en reparlera avec Sherazade, plus 70% des Français ont un avis positif sur les médecines alternatives et complémentaires. Quasiment la moitié des Français y ont eu recours l'année dernière. On est là face à un sujet de société, à un fait de société. Et c'est exactement... Pardon, je parle un peu du... Il faut peut-être que j'aille voir un praticien complémentaire. C'est exactement ça qu'on veut interroger avec CapScience et avec ces sujets Happy Hour. Ce sont des faits de société. Et quel est le meilleur endroit pour parler médecine alternative et complémentaire qu'un centre de sciences. Donc on est très content ce soir de faire cette rencontre. Beaucoup de questions, vous allez voir, ça va être très dense. On va essayer d'aller au plus vite sans tomber dans... on n'est pas sur une chaîne d'infos continue non plus, mais on va essayer de passer quand même des sujets assez rapidement. On vous laissera de la place, bien sûr, on laisse une grosse demi-heure pour les questions, les remarques à la fin de la rencontre. Donc ne vous inquiétez pas, si je ne pose pas les bonnes questions, si je ne vais pas assez loin, vous aurez l'occasion, bien sûr, ensuite d'y revenir. Et donc, grosse pression sur les intervenantes et intervenants ce soir, que je vais vous présenter de suite. Stéphane Laurent, bonsoir. Votre micro. Bonsoir. C'est plus facile. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes médecin cardiologue, hospitalo-universitaire, pharmacologue. Vous avez dirigé une unité de recherche à l'INSERM et... c'est notamment pour ça qu'on vous a invité ce soir. Vous êtes co-auteur de cet ouvrage qui est sorti, de cet ouvrage qui est sorti là, il y a 2 ans maintenant. Il y a 18 mois, voilà, 1 an et demi. Les médecins, ils sont précis. 18 mois et pas 2 ans. Chez Odile Jacob. Où, effectivement, vous allez nous en parler. Vous avez entamé un dialogue avec votre fils qui est apprenti chaman. Vous nous en direz un peu plus pendant la rencontre. Et à vos côtés, Sherazade Boyer-Tami. Bonsoir Sherazade. Bonsoir. Vous êtes danse-thérapeute, sophrologue et vous êtes directrice de l'Institut Raphaël. Vous nous direz effectivement ce qu'est l'Institut Raphaël. La première question que je voulais vous poser, c'est sur le terme même de médecine alternative et complémentaire. Oui. Alors justement, quand tu m'as contacté... On se tutoie, ok. Ça te va ? Ouais, ça te va ? Ouais, j'ai pas trop le choix, donc allez-y. Ouais. Enfin... On a toujours le choix. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Ok, je sais. Ok, je vais me le noter quelque part. Sur ce sujet de médecine alternative, je t'ai dit, si on reste sur ce terme-là... Ton micro un tout petit peu plus proche. Ouais. Si on reste sur ce terme-là, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose à dire. Et en sur fait, le terme de médecine alternative. Sur le terme de médecine alternative, parce que c'est tout le débat, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on se pose énormément de questions, d'énormes questions sur ce sujet, parce qu'on parle de médecine alternative, là où je crois qu'on devrait parler de propositions complémentaires, ce que le ministère de la Santé appelle des pratiques de soins non médicamenteuses, qui viennent compléter une médecine dite conventionnelle, parce que c'est notre culture en France, qu'on a une culture de soins conventionnels, qu'on a des médecins qui pratiquent la médecine et qu'on a des approches complémentaires qui viennent soutenir la médecine complémentaire et finalement travailler à la fois sur le cure et sur le care. Cure et care, juste pour rappeler, c'est... Donc le cure, c'est vraiment le fait de travailler sur le traitement et de faire que le patient se sente guéri. Et le care, c'est tout le prendre soin qui est nécessaire pour que le patient retrouve une qualité de vie satisfaisante après une maladie ou un épisode de vulnérabilité induite par la maladie. Ce terme donc, de MAC qu'on entend souvent dans les médias, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc c'est pas nous, c'est pas une question de marketing de CapScience.
Et en même temps, le ministère de la Santé, l'année dernière, a vraiment mis le doigt sur ce terme très précis. Donc là, on est en train de faire de la, vraiment de la sémantique très précise qui va nous aider ce soir à poser le cadre de nos échanges et qui parle de pratiques de soins non médicamenteuses, PSNC, qui viennent en complément de la médecine complémentaire, des soins, enfin de la médecine conventionnelle, et qui vient apporter du confort, de la qualité de vie, et qui ne se substitue pas, en fait, ces approches-là ne se substituent pas à la médecine conventionnelle. Et je crois que le sujet est vraiment, c'est vraiment notre sujet. On parlera plus en détail de ce que sont et de ce que ne sont pas les PSNC. Donc rappelez, pratique de soins. Pratique de soins non médicamenteuses, ministère de la Santé 2024. Ok, donc vous Stéphane, vous êtes plutôt team médecine alternative et complémentaire ou plutôt team non. pratique de soins non médicamenteuses? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est important. Tu as souligné que c'est la fête. Dans ce titre qui est là, médecine alternative et complémentaire. Médecine alternative et complémentaire. Ça, je pense, j'ai bien relu ce que disait l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ils ont hésité. On sent qu'ils ont hésité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont ajouté alternative et complémentaire. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, il faudrait parler de médecine complémentaire. Parce que complémentaire, c'est une forme de médecine en plus de la médecine conventionnelle. Mais une médecine alternative, ça peut vouloir dire qu'on délaisse la médecine conventionnelle au profit d'une médecine alternative. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Théoriquement, on devrait... Pardon, je vous coupe. C'est ça qui est critiqué aujourd'hui par certains médecins. C'est le fait que, c'est ce qu'ils disent notamment dans certaines tribunes qui sont publiées dans la presse par certains médecins, c'est que ces médecines-là, les personnes qui adoptent ces médecines-là, rejettent la médecine conventionnelle. Là, ce que vous nous dites tous les deux, c'est pas ça. Non, tout à fait. C'est pour ça que c'est important de le préciser d'emblée dans la discussion. Là, c'est amusant parce qu'il y a aussi un singulier, un pluriel. On dit la médecine conventionnelle. On dit les médecines alternatives. Les médecines complémentaires. Ce n'est pas la même chose. Théoriquement non, c'est institutionnellement, un diagnostic est posé quand quelqu'un ne va pas bien par un médecin. Une thérapeutique est engagée par un médecin. Et le médecin a choisi cette thérapeutique parmi celles qu'on lui a enseignées à la faculté. Ce sont des thérapeutiques à l'effet prouvé. C'est-à-dire qu'il a fallu quantité d'essais cliniques, vous en avez tous entendu parler, de la méthodologie des essais cliniques pour prouver l'efficacité d'une thérapeutique. Il a fallu faire un travail qui est cumulé sur des dizaines d'années, mais qui s'est beaucoup renforcé ces dernières années, qu'on prend très au sérieux, pour pouvoir être sûr que si on propose cette thérapeutique-là, alors elle peut être médicamenteuse, mais elle peut ne pas être médicamenteuse, c'est-à-dire chirurgie, radiothérapie, etc. Votre micro, pardon. Et donc, ces médecines-là, on sait qu'elles marchent. D'accord ? Donc, théoriquement, on devrait dire pratique de soins non conventionnels, plutôt que de dire médecine. Parce que dès qu'on dit médecine alternative ou conventionnelle, on a l'impression que c'est aussi une autre médecine. Non, ça, c'est le premier point que je voulais dire. La médecine, c'est fait par un médecin qui a été diplômé qui a reçu son diplôme par la faculté et qui est reconnu comme médecin par la Direction générale de la santé. Bon. Et le deuxième petit point que je voulais dire en introduction, c'est la notion de perte de chance. Et donc là, je pense que c'est important aussi que pour tout l'auditoire qu'on précise bien ça, parce que très souvent, quand on critique les médecines complémentaires, on dit oui, mais... et on l'a dit à propos de la médecine alternative, oui, mais on va détourner le malade de la médecine conventionnelle, parce qu'on va lui proposer une voie alternative. Et une voie alternative qui va être une voie où il va renoncer aux soins de la médecine conventionnelle. En fait, on est assez d'accord, on a discuté un petit peu avant Pas du tout, tout ça est très spontané. De vous rencontrer, on s'est rendu compte qu'on était assez d'accord. À partir du moment où on parle de médecine
complémentaire, c'est-à-dire d'une médecine qui est faite par des experts qui ont appris une de ces nombreuses médecines. Vous verrez, il y en a 400. Sherazade va nous en parler. Et s'il y a une bonne équipe qui est faite avec un médecin et des praticiens de médecine complémentaire, ou bien de médecins eux-mêmes qui exercent ces médecines complémentaires, ça se passe bien. Donc, la notion de perte de chance est très importante. Un patient qui aurait une maladie grave, qui devrait être traité en urgence et qui délaisse son médecin ou le système hospitalier ou le système de médecine conventionnelle pour aller vers une médecine alternative, se met en danger. Et ça, la DGS, l'Ordre des médecins, la Direction générale de la santé, Direction générale de la santé, l'Ordre des médecins, le ministère de la Santé, beaucoup d'institutions en France, la Haute Autorité de Santé, sont très très vigilantes là-dessus. Voilà pourquoi on entend parler maintenant de médecine intégrative, de santé intégrative, qui est une véritable proposition de valeur où on va faire que le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur de ces pratiques de soins non médicamenteuses se rencontrent au bénéfice du patient, au bénéfice du soignant lui-même et des praticiens aussi, parce que c'est une manière de créer de la connaissance commune, et au bénéfice aussi d'un système de santé où, parce qu'on a quand même 70% des Français qui sont favorables à ces pratiques, c'est qu'elles répondent à une demande. On va en parler de ça, effectivement. Et on va répondre à une demande. On va reparler de l'explication de ce fait de société, de ce succès donc de ces pratiques. Appelons ça des pratiques pour être. Je vous ai écouté, je retiens ce que vous me dites. Et avant d'aller sur la médecine intégrative, parce qu'effectivement c'est la spécialité de l'institut dans lequel vous travaillez, revenons sur ces pratiques. Que recouvrent les MAC aujourd'hui? On ne va pas citer les 400, mais déjà pour qu'on soit toutes et tous d'accord, de quoi on parle? De quelle pratique? Alors, juste pour revenir sur le terme de médecine alternative, il y avait juste ce sujet-là. Il y a quand même les médecines traditionnelles. On parle de médecine traditionnelle quand on parle quand même de médecine ayurvédique, par exemple. Quand on parle d'acupuncture, ça fait partie de la médecine dite traditionnelle. Et je pense qu'on pourrait parler de médecine traditionnelle complémentaire plutôt que de parler de médecine alternative. Voilà, c'est juste pour revenir sur la sémantique. Par rapport à ces pratiques de soins, elles sont très variées. On en parlait tout à l'heure, plus de 400 disciplines sont listées par l'Organisation mondiale de la santé. Et dans ces 400 disciplines, on a de tout. On a des médecins qui sont formés à l'acupuncture, on a des médecins homéopathes qui font partie de ces praticiens. On a aussi tous les praticiens qui ne sont pas diplômés d'un diplôme universitaire en médecine et qui pour autant font partie de ces praticiens. Dans ces praticiens, on a aussi tous les praticiens qui pratiquent un soin qui n'est pas forcément évalué ou qui n'a pas suffisamment de preuves. Donc dans ces PSNC dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est vaste, le champ est vaste. Et je crois que c'est ça le sujet aussi de la crainte et du débat, c'est que c'est un peu un fourre-tout. Où il y a énormément de disciplines. Certaines sont évaluées, certaines ont fait l'objet d'évaluations en France, mais aussi à l'étranger. Certaines ont prouvé leurs bénéfices. Je parle par exemple du yoga sur la fatigue en chimiothérapie quand on est traité pour un cancer ou d'autres pratiques. Donc on a des effets et on a des études, plus de 350 études randomisées de niveau 3, donc c'est le plus haut niveau des études scientifiques qui démontrent des bénéfices sur certaines de ces disciplines en lien avec des symptômes très précis comme la fatigue, la dépression ou l'anxiété induite par les traitements. On n'a pas de temps préparé que ça, du coup, parce que là, vous avez totalement sauté le déroulé, mais c'est pas grave. Je m'adapte, c'est mon travail, je m'adapte. Alors, est-ce que je peux me glisser là et
Et j'en profite. Allez, comme ça, vous êtes tous les deux en tort, donc c'est très bien. Je voulais insister sur l'encadrement par les institutions. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais ça aussi, ça doit rassurer l'auditoire. C'est-à-dire que tout est sous contrôle, sous observation permanente. La Direction générale de la santé du ministère de la Santé, la DGCCRF, la Direction générale de la communication, de la consommation et de la répression des fraudes, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil en santé publique, les universités, l'ordre des médecins, etc., mais l'ordre des pharmaciens, des sages-femmes, etc. Tout le monde est extrêmement vigilant pour éviter qu'il y ait des dérives des pratiques médicales vers quelque chose qui n'est pas contrôlé. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent, et c'est une des critiques faites à ces pratiques de soins non médicamenteux, c'est le fameux mot dérive. Oui. Il y aurait des dérives Oui. chez certaines personnes qui se font passer pour des médecins, Oui. alors qu'ils ne sont pas des médecins, et qui entraînent des sortes de dépendance chez certaines personnes. Alors, elles sont rares. Il faut quand même le dire. Elles sont rares parce qu'une enquête de la DGCCRF a montré que sur 700 praticiens, beaucoup étaient en tort sur des problèmes d'information, etc. Mais ceux qui étaient vraiment en usurpation de titre, se faisant appeler médecins alors qu'ils ne l'étaient pas, ou en usurpation d'allégations d'efficacité étaient relativement peu nombreux. C'est un petit pourcentage. C'est ce qu'on appelle les charlatans. Bon, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc là, je pense que ce soir, on peut dire qu'une grande majorité sont de bonne foi, sont passionnés par ce qu'ils font, ont envie de rendre service, mais à chacun sa place. Et tu vas nous faire peut-être parler des diplômes tout à l'heure, mais ça va être un moyen de... Non, je vais attendre que tu me poses la question. Qu'en est-il des diplômes, monsieur Laurent ? Et un moyen, justement, de contrôler ça, c'est de dire, mais à chacun son diplôme. Alors, vous savez, les médecins font de longues études, 6 études de médecine. 6 ans. 6 ans d'études de médecine, 4 ans de spécialité. Puis après, s'ils vont dans le système hospitalier universitaire, c'est encore des années, mais en pratique libérale, ils s'arrêtent là. Et ils ont un diplôme qui est reconnu par le ministère. Bon. Ensuite, s'ils veulent poursuivre vers ces médecines complémentaires et les pratiquer comme médecins, ils peuvent passer, par exemple, un DU, diplôme universitaire, ou un DIU, diplôme interuniversitaire, par exemple, pour être acupuncteur. Un médecin qui veut être acupuncteur un médecin passe une capacité, une sage-femme va passer un diplôme interuniversitaire. C'est un tout petit peu compliqué, mais ça veut dire quand même que c'est très encadré, et ça veut dire que ce sont les médecins qui acquièrent une compétence supplémentaire. Aucun acupuncteur en France ne peut exercer l'acupuncture s'il n'est pas médecin. Mais ce n'est pas spécifique à l'acupuncture, ça, pardon ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pratiques où on n'a pas besoin d'être médecin pour exercer cette pratique ? Mais alors, ça dépend de quoi on parle. L'ostéopathie, par exemple, il y a des diplômes universitaires et des diplômes interuniversitaires de la même façon, mais l'ostéopathe qui se revendique médecin parce qu'il a un diplôme universitaire usurpe son titre. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que pour être accepté dans un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire, il faut déposer un dossier et on voit que vous êtes médecin. D'accord ? Mais il existe des formations annexes. Par exemple, on peut décider d'avoir une formation de 2 ans d'ostéopathe en passant par un système de formation annexe non reconnu par le ministère de la Santé. C'est le cas aussi de la sophrologie, de la réflexologie et d'autres pratiques comme ça, chez Razad ? Alors, moi, je voudrais juste donner un petit exemple d'un patient qu'on a suivi. C'est un patient qui a 20 ans, à qui on diagnostique une leucémie. Il est en train de faire ses études de droit. Du jour au lendemain, tout s'arrête pour lui. Ce patient, on le met en traitement et on va lui prescrire de la chimiothérapie pendant de longues journées. Et donc, il fait ses traitements.
et on va payer pour lui près de 200 000 € pour qu'il soit soigné et qu'il puisse accéder à ces soins. Au bout de 8 mois, ce jeune garçon, et certes, tous ses capteurs sont au vert, donc il a fait sa chimiothérapie, il va mieux, sauf qu'il ne va plus à l'école, il n'a plus de potes, il est complètement déscolarisé, il ne se lève plus du lit. Et donc les médecins décident de mettre en place un parcours de soins où il va avoir de l'activité physique adaptée, des séances de sophrologie pour se visualiser comme un champion allant de nouveau à l'école. Il va travailler en dramathérapie pour travailler le lien social. Et au bout d'1 mois et demi, eh bien, on a ce jeune garçon qui a complètement changé, qui est retourné à l'école. Et donc, on a fait l'effort à 200 000 €. Et aujourd'hui, on ne fait pas l'effort et on craint de faire l'effort à moins de 1 000 €. C'est pour dire que les bénéfices de ces pratiques, de ces soignants, enfin de ces praticiens, pardon, qui ne sont pas des médecins, qui sont formés dans leur pratique, vont apporter de la qualité de vie, du confort de vie et vont aller là où en fait le corps médical n'a pas le temps d'aller. Et donc je crois que tout notre sujet et tout notre propos, c'est encore une fois cette rencontre entre l'univers médical, les médecins et ces professionnels qui doivent faire un travail, on en parlera tout à l'heure, sur toute la dimension d'évaluation de leur pratique pour que ce soit démontré. Et en même temps, je crois qu'il y a tout un cadre à poser pour que ces gens-là se rencontrent, et ils se rencontrent déjà dans certains espaces, et puissent apporter de la qualité de vie et de l'espoir aux personnes, et ne pas uniquement prescrire des boîtes d'antidépresseurs à un gamin de 20 ans pendant des années, parce que les médicaments, on va lui rembourser. Pendant 20 ans, on va lui rembourser les médicaments. Mais on ne va pas lui rembourser 1 séance ou 2 de psychologie, 3 séances de sophrologie, parce qu'on a peur du sophrologue. Aujourd'hui, on a des effets secondaires. On a quand même 100 000 ou 200 000 personnes par an qui sont intoxiquées par des médicaments. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui ne font pas bien leur métier, mais c'est vrai pour tous les métiers. Il y a de bons serruriers et il y a des mauvais serruriers. Il y a des bons praticiens et il y en a des moins bons. Et ce qui est important, c'est de faire rencontrer ces mondes-là et de faire qu'ils travaillent ensemble. C'est ça la médecine intégrative ? C'est la proposition de valeur pour changer la santé de demain. Faire se rencontrer ces personnes, les faire travailler ensemble avec des outils communs. Parce que moi, je suis danse-thérapeute de formation. Il y a 6 ans, je ne savais pas évaluer mes soins. Je faisais de manière instinctive avec un diplôme de danse-thérapeute, mais j'étais incapable d'évaluer et de démontrer les bénéfices de ma pratique. Donc il y a tout un travail qui a été fait d'acculturation auprès de médecins absolument extraordinaires qui acculturent ces praticiens et qui font ce travail et qui nous font faire ce travail d'évaluation, d'auto-évaluation aussi avec les patients, de travail de concertation et de réunions de concertation transdisciplinaire pour s'interroger sur un cas patient, se dire qu'est-ce que toi t'en penses, oncologue, je travaille avec cette patiente en équipe, qu'est-ce que toi tu aurais fait en tant qu'acupuncteur ou médecin interniste. C'est de faire consensus autour du patient et de prendre des décisions communes au service de son bien-être. Quand on dit qu'il y a 70% des Français qui sont favorables, on a quand même 80% des femmes qui sont suivies par l'endométriose qui aujourd'hui utilisent une pratique de soins non médicamenteuses, au moins une sur l'année passée. On a 40% des Français qui ont utilisé une pratique de soins non médicamenteuse au cours de l'année 2024. Donc, il y a un besoin, et je crois que ça vient finalement répondre à un trou dans la raquette. Ouais, on en parlera de ce succès, effectivement, mais quand vous entendez ça, Stéphane, effectivement, vous qui avez été biberonné pendant vos 10 ans et même continuellement pendant votre travail, notamment
en tant qu'hospitalo-universitaire, là on entend ce témoignage effectivement de cette jeune personne qui a été atteinte d'une leucémie et qui va mieux grâce à ces pratiques non médicamenteuses, vous avez été formé à faire l'inverse. Vous avez été formé à elle va mieux, Ouais. parce qu'elle a bénéficié de sa chimiothérapie oui. et qu'elle a bénéficié de soins complémentaires. C'est là vous le avez sujet. Raison, vous avez raison, pardon, j'ai fait un raccourci de journaliste, pardon. J'étais prêt à sauter sur Je sais, non, mais je sais que tout est... Je sais, mais vous avez été formé à des procédés cliniques, à des études empiriques, à du nombre. Il faut qu'il y ait un certain nombre pour que la preuve, mot hyper important pour vous, pour que la preuve soit là. Oui, quand vous entendez ce témoignage-là, qu'est-ce que vous en faites en tant que médecin? Absolument. D'abord, la médecine a fait des progrès considérables. Tout le monde est d'accord, je pense, pour le dire. Les médecins sont débordés dans un système de santé, surtout à l'hôpital. Dans des cliniques privées, ils ont un peu plus de temps, mais c'est parfois un peu plus cher. Mais à l'hôpital, ils sont débordés. Ils ont peu de temps pour aborder les problèmes, les vrais problèmes psychologiques du patient confronté à sa maladie. Et donc, cette médecine intégrative, cette médecine où différentes spécialités se côtoient est nécessaire. Ça, c'est sûr. Maintenant, on dit, dans une des questions que tu avais préparées, tu nous disais pourquoi tant de haine de la médecine conventionnelle envers les pratiques de soins non conventionnels. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une tribune mais bon, après, de médecins qui dénoncent les dérives. Très bien, c'est la discussion. On est en France, on débat, on adore, etc. Mais moi, j'essaye de trouver discussion, c'est gentil. Oui, j'essaye de trouver quelques explications. Premièrement, biberonnage. Tu as raison. Nous avons été formatés pendant toutes nos études de médecine, et elles sont longues, à la science. Ça s'appelle une science médicale. C'est-à-dire qu'on apprend de l'anatomie, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la pharmacologie. Tout ça, ce sont des sciences. Elles s'empilent, ça dure très longtemps. Et c'est indispensable parce qu'il y a eu une telle accumulation de progrès récents que c'est bien à cause de cet empilement de sciences et ce fonctionnement harmonieux des sciences les unes avec les autres. L'oncologie, c'est-à-dire le traitement du cancer, a fait des progrès absolument formidables grâce à ce fonctionnement harmonieux ou parfois conflictuel de ces disciplines les unes avec les autres. Bon, premièrement. Alors, quand nous, après 6 plus 4, parfois plus 2 années de médecine, nous nous trouvons devant quelqu'un qui peut-être ne revendique pas d'être médecin, mais qui dit moi, je suis un ostéopathe, je suis un sophrologue, je suis etc. J'ai fait ma formation, ça a duré 2 ans. Je suis de bonne foi, je suis extrêmement convaincu et je vais bien m'occuper de vos malades. Mais alors, s'il travaille en milieu hospitalo-universitaire, il y a un système d'aide et de prise en charge financière. Mais s'il travaille en libéral, écoutez, ça sera 30, 50, 80, 100 ou 150 euros. Et là, moi, je comprends qu'il y ait un sentiment de frustration double de la part du médecin libéral. Par exemple, le médecin généraliste, c'est écoutez, moi, je vois défiler des malades dans mon cabinet et j'en prends beaucoup pour arriver à avoir un niveau de vie un peu convenable parce que le taux de remboursement est pas encore suffisant. Et d'un autre côté, regardez, il y a 10 ans de formation contre 2 ans de formation. Donc je comprends tout à fait bien ce genre de choses. Chacun défend la manière dont il a été formé. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Et là, je pense que l'intérêt de la réunion de ce soir, c'est pour dissiper les malentendus. Il n'est pas question que l'un prenne la place de l'autre. Il faut qu'ils travaillent ensemble.
Voilà, la notion de médecine intégrative, c'est important. Mais il faut être organisé pour ça. Donc, Sherazade va nous expliquer comment elle est organisée. Moi, j'ai vu comment était organisé le centre antidouleur de l'hôpital Pompidou. Ils font des choses formidables. À Paris. Et donc, beaucoup d'acupuncteurs, beaucoup d'hypnothérapeutes, beaucoup de gens travaillent dans ces centres-là. Voilà, à condition d'être bien organisé. Mais dites-vous bien, on est en train de discuter le budget de la sécurité sociale, on ne peut pas tout rembourser. Et ces 400 médecines complémentaires ou ces 400 pratiques de soins non conventionnels ne peuvent pas être remboursées parce que nous n'avons pas les moyens. Donc remboursons d'abord ce qui a démontré une véritable efficacité. Et maintenant, je termine juste. Je vois que Sherazade bouille sur son siège. Terminons je pense juste. Savoir pourquoi. Mais... Oui, parce que tu disais, mais j'ai oublié ce que tu disais. Laissons la parole à Sherazade et comme ça peut peut-être vous revenir. Donc pourquoi vous bondissez? Moi, je rebondis parce que on a 7 milliards chaque année jetés à la poubelle. On a des prescriptions médicales qui se font. On a 400 millions, moi je ne le savais pas, 400 millions de consultations médicales par an. 90% de ces 400 millions de consultations, se soldent par des prescriptions médicales. En moyenne, combien de lignes sur ces prescriptions médicales, à votre avis? 7 lignes. Et on jette une boîte sur deux de médicaments, ce qui correspond à 7 milliards par an. Et donc, c'est 7 milliards par an dont on pourrait peut-être faire l'économie si on en parle, si on travaille sur la prise de conscience, si on anime des discussions de ce genre un peu partout en France. On pourrait faire un tour de France. Je n'ai pas trop le temps. Décidément. et de sensibiliser sur ces sujets-là, de peut-être pas systématiquement attendre que nous aussi, en tant que patients, on se sent pas très bien quand on sort les mains vides d'une consultation médicale. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'une boîte de Doliprane supplémentaire, pour ne citer aucun médicament. C'est juste pour dire qu'il y a une vraie prise de conscience et que 7 milliards, on pourrait en faire des choses. Nous, aujourd'hui, le coût de l'Institut Raphaël, on a offert 100 000 soins à plus de 6 000 patients et on est sur un budget de 2 millions par an. Donc, c'est juste pour dire que... Restons juste, est-ce que c'est une des raisons qui explique le succès de ces pratiques non médicamenteuses? C'est une défiance envers les médecins conventionnels? Alors, c'est très étonnant parce que quand on interroge les patients sur les médecines complémentaires, ils disent moi, je suis attiré vers elles parce qu'on m'écoute, parce que j'existe. Et la médecine actuelle est une médecine qui est technoscientifique et qui est un peu physico-chimique. Et ça me fait peur. Je pose la question, Sherazade, je sais que vous avez aussi en disant que... Parce qu'encore une fois, j'oppose les deux. Je fais exprès parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit aussi dans votre livre. Donc, c'est que les personnes opposent ces deux médecines. Je vais voir des médecines dites alternatives parce que je ne suis pas considéré dans les médecines conventionnelles. Et pourtant, encore une fois, je pense que c'est vrai pour toutes les maladies chroniques et pour d'autres pathologies qui ne s'installent pas. L'important, c'est d'avoir le diagnostic du médecin et peut-être de demander, parce que je sais qu'il y a des médecins qui recommandent certains acteurs extérieurs. Je connais des médecins qui ont une équipe proche avec lesquelles ils travaillent, pas forcément en cabinet, parce que vous savez bien que un médecin et un sophrologue n'ont pas le droit d'œuvrer dans le même établissement. Il doit avoir des espaces d'attente distincts, donc on n'y est pas encore. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'était sur la complémentarité. Et donc, l'important, encore une fois, c'est le sujet de comment on travaille ensemble et de la complémentarité et de ce que l'un apporte à l'autre. Moi, je ne crois pas qu'on est en train d'aller vers
une défiance du médecin ou du corps médical. Je crois que ce qui manque vraiment au corps médical aujourd'hui, et tout le monde en souffre, le corps médical le premier, on souffre de la déshumanisation du soin. Et donc de donner du temps et de donner de l'attention quand on passe 1 heure avec le patient, quand le médecin n'a le temps que de quelques minutes parce qu'on est dans une logique à l'acte et qu'il faut faire de l'acte et qu'il faut travailler et que, vu le prix de la consultation, eh bien, il faut faire des patients pour pouvoir payer son cabinet. Ça réduit le temps de consultation. On n'a pas le temps de parler de la systémique de la personne. Le sujet, c'est pas que la maladie. Le sujet, c'est la maladie et la résonance de la maladie. Le sujet, quand on a un cancer ou quand on a mal au dos ou quand on a une autre pathologie chronique, c'est comment ça résonne sur la famille, comment ça résonne dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, et c'est tous les empêchements que ça induit. Et donc, se soutenir et intégrer, et ça je crois que c'est un mouvement de l'espace médical, des acteurs médicaux et paramédicaux qui font confiance et qui se rencontrent et qui rencontrent des praticiens de ces approches-là pour travailler ensemble et donner plus de temps qualitatif pour travailler sur la qualité de vie du patient. Aujourd'hui, l'expérience qu'on en a, c'est qu'on sauve des vies. Alors, je voudrais ajouter quelque chose sur la raison pour laquelle ces médecines complémentaires sont tellement populaires. Quand on lit les enquêtes, la grande majorité des sujets interrogés disent « Ah, ce sont des médecines naturelles, elles ne sont pas dangereuses ». Alors que la chimie que mon médecin me fait ingurgiter, ça c'est dangereux. Et moi, j'ai envie de dire, non, attendez, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dangereuses, mais il y a des médecines par les plantes qui sont dangereuses. Et toxiques. Le millepertuis, tout le monde a entendu parler du millepertuis. Le millepertuis à petite dose, comme antidépresseur peut-être, mais n'oubliez pas que le millepertuis, c'est un activateur d'une enzyme hépatique qui fait que la pilule contraceptive est dégradée, et que une grossesse peut survenir sous millepertuis. Voilà ce que c'est qu'une interaction médicamenteuse. Donc, ce n'est pas parce que c'est pas de la médecine conventionnelle que pour autant c'est naturel, c'est doux, c'est sans danger. Ça, c'est une première chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette manière de séparer ou d'aller plutôt vers les médecines conventionnelles, non conventionnelles, il y a un paradoxe. On y va parce que on aime bien et puis ça marche. C'est extraordinaire parce que dans les enquêtes, plus de la moitié des gens sont persuadés que ça marche. Mais ça veut dire quoi, ça marche? C'est efficace. Ah bon? Mais qui a démontré que c'est efficace? Non. C'est-à-dire que on s'éloigne d'une médecine, on s'éloigne d'une médecine conventionnelle qui a dû démontrer de manière laborieuse, scientifique, prolongée, précise que ça marchait, vers une médecine qui n'a jamais véritablement montré que ça marchait. Donc là, moi, ça ne me gêne pas, parce qu'il faut rappeler quelque chose qu'on dit un petit peu depuis le début, c'est que la médecine conventionnelle, c'est une médecine de preuve collective, et la médecine complémentaire, c'est une médecine individuelle, personnelle. On va voir un praticien de médecine complémentaire en espérant que chez soi, ça va marcher. On ne demande pas de preuve collective. Ça, c'est important. Après, moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'on a parlé du coût, du remboursement, des aspects en santé publique. Le jour où il va y avoir une demande de remboursement ou d'élargissement, on va dire, prouvez-nous que ça marche. Et passer par les fourches caudines de la méthodologie des essais thérapeutiques pour véritablement nous confirmer que c'est tout à fait efficace. Bon, donc là, c'est ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Donc tu vois que je retombe sur mes pattes. Ce sont deux paradigmes différents. C'est-à-dire, d'un côté, la médecine collective qui
la médecine collective qui démontre que ça marche pour tout le monde, ou la médecine conventionnelle qui démontre que c'est une preuve collective, ou la médecine complémentaire qui s'adresse à un sujet en particulier. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais on n'est pas, elle n'est pas obligée de démontrer que ça marche pour tout le monde. Voilà pourquoi aussi elles sont peut-être tellement nombreuses. Quand vous, en tant que médecin, quand vous dites c'est pas grave, on n'est pas obligé de démontrer, ça c'est personnel, c'est vous qui avez fait ce chemin-là, ou c'est partagé dans la profession? Non, c'est pas vraiment partagé, effectivement, tu as raison, c'est plutôt un chemin personnel, c'est une manière d'accepter. Après des années de pratique médicale, on se rend bien compte qu'on ne guérit pas tout le monde, qu'il y a des échecs. On en reparlera peut-être après avec les psychédéliques. Il y a des domaines de la médecine, et plutôt dans le domaine de la santé mentale, et vous y avez fait allusion à plusieurs reprises. On peut les citer déjà d'emblée pour placer le domaine, et c'était un peu la conclusion de notre livre, c'était de dire, on soigne un cancer du sein, très bien, on soigne un infarctus, très bien. La médecine conventionnelle. Avec la médecine conventionnelle. Et moi, si j'avais un infarctus, je préférerais aller dans un hôpital et me faire soigner dans un centre de soins intensifs cardiologiques pour que mon infarctus ait le plus de chances d'être le plus bénin possible. Bon. En revanche, si on fait face à une dépression chez un patient qui a beaucoup de mal à profiter à être guéri par les médicaments, au moins être amélioré, et si a fortiori il s'agit d'une dépression sévère, là on se dit que peut-être que les antidépresseurs qu'on prescrit beaucoup en France et qui ne sont pas tous avalés, ça c'est vrai, que les malades adorent repartir avec une ordonnance, ils adorent aller chez le pharmacien, mais ils n'adorent pas forcément avaler les médicaments. Et moi, j'ai travaillé beaucoup comme pharmacologue sur l'observance thérapeutique, et c'est extraordinaire ce qui peut se passer dans notre cerveau pour détester à ce point d'avaler des pilules tous les jours de manière consciencieuse et obsessionnelle, parce que c'est comme ça que ça marche. Et moi, je me suis beaucoup occupé d'hypertension artérielle, et l'hypertension artérielle, elle est facilement traitée quand on avale les médicaments. Et je ne connais pas d'hypertension artérielle, hormis 1 ou 2% de cas, et les malades vont à l'hôpital, qui résistent à 1 ou 2 ou 3 médicaments pris tous les jours. Bon, ça c'est la fin de la parenthèse. Et donc, on a deux manières d'aborder le sujet. La manière de la médecine conventionnelle, et puis une manière complémentaire qui va nous ouvrir d'autres portes, d'autres façons de penser le soin, le retentissement sur le psychisme et les maladies qu'on peut soigner. Et je termine juste, puisque j'ai cité uniquement les dépressions, mais il y en a 3 autres. Le syndrome de stress post-traumatique, on parle de la guerre, on parle des déplacements, on parle donc les militaires, les réfugiés, le harcèlement sexuel, quantité de gens qui traversent la Méditerranée sur des embarcations, des migrants qui arrivent dans des états psychiques épouvantables. Voilà, ça c'est un syndrome de stress post-traumatique. Et la médecine actuelle, c'est pas faire grand-chose là-dessus. La médecine conventionnelle. Oui. La médecine conventionnelle. 3e domaine, les douleurs chroniques. Il y a un certain nombre de patients qui sont des douloureux chroniques. Je ne parle pas seulement des maladies rhumatismales ou des maladies inflammatoires, mais vous avez entendu parler des fibromyalgies, vous avez entendu parler des algies vasculaires de la face, des migraines, ces maladies-là. Et les centres antidouleurs se sont créés pour traiter ce genre de malades, et maintenant de manière intégrée avec des médecines complémentaires, parce qu'on est vraiment là au pied du mur. 4e domaine, qui sont les addictions. Et les médicaments et la psychiatrie n'arrivent pas, malheureusement, à prendre en charge tous ces patients.
Donc là encore, on voit bien qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de médecine très classique, infarctus du myocarde, cancer du sein, insuffisance rénale, bref, on sait faire. Et puis il y a une médecine qui est liée beaucoup aux troubles de la santé mentale, et là, on ne sait pas si bien faire. D'où les pratiques de soins non médicamenteuses et leur importance. Voilà. Et ce qui fait qu'un certain nombre de médecins, et plus ils vieillissent, plus ils s'ouvrent vers ces médecines complémentaires. Ok. J'aurais peut-être une autre question derrière avec ça. Allez-y, et après on... Je voulais préciser deux choses. D'abord, on est bordelais et on est quand même fiers d'avoir un fleuron incroyable sur notre territoire qui est l'IMIC, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, qui est rattaché au pôle de neurosciences du pôle de neurosciences du CHU de Bordeaux et qui constitue le CHU, le CHU de Bordeaux et qui constitue une des 4 unités du service douleur. Tu en parlais tout à l'heure, et de médecine intégrative où on a intégré de l'hypnose et de la méditation et où on travaille. Concrètement, quand vous dites intégrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des médecins de la douleur qui sont formés en hypnose, qui sont formés en méditation et qui proposent aux patients, mais aussi aux soignants du CHU, de travailler spécifiquement sur les effets secondaires de certaines maladies et tout particulièrement sur le sujet de la douleur. Donc c'est un CHU, donc l'endroit où effectivement la médecine conventionnelle est reine, qui a intégré ces pratiques de soins non médicamenteuses. Et vous dites qu'en France, il y en a ? C'est le seul en France institut de médecine intégrative rattaché à un CHU et faisant partie d'un service à proprement dit en France. Donc c'est important de le savoir parce que ça veut dire que sur le territoire, il y a une certaine forme d'ouverture avec des médecins dont le professeur François Tison qui travaille avec toute une équipe d'une 20aine de personnes autour de ces sujets et qui crédibilise vraiment l'action de la médecine intégrative. C'est très peu, mais je ne sais pas combien il y a de CHU en France, pas assez malheureusement, surtout depuis ces dernières années. On a plus de 3000 hôpitaux et c'est vrai que je ne sais pas combien de CHU précisément. Donc, le chemin est immense. Il faut commencer par quelque part et on a la chance que ça commence chez nous, donc c'est intéressant. Et puis ça ouvre la porte, n'oublions pas qu'on est là ce soir et que dans cette médecine intégrative, on enfonce des portes sans arrêt. Je voulais revenir et je ne voudrais pas qu'on fasse une confusion et qu'on se dise « Ok, la médecine conventionnelle, c'est la médecine d'épreuve et toutes les pratiques de soins non médicamenteuses, en fait, c'est de l'appréciation personnelle du patient. » Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par l'American Society of Clinical Oncology et la SIO, qui est la Society of Integrative Oncology, qui sont 2 structures américaines qui sont très suivies par les oncologues et la médecine intégrative spécifiquement en oncologie, et qui répertorie plus de 350 études avec des niveaux de preuves avérés en méditation, en yoga, en shiatsu, en aromathérapie, en activité physique adaptée. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'il y a tout un travail autour des preuves qui est à l'œuvre sur ces pratiques de soins non médicamenteuses. Avant de rebasculer avec vous, Stéphane, plus spécifiquement sur un des objets de ce livre sur l'ayahuasca, votre espoir, vos espoirs sur la médecine intégrative, quels sont-ils ? Est-ce que c'est d'aller vers plus de CHU ? Est-ce que c'est de développer toujours plus de preuves, notamment via des études ? Comment vous vous positionnez là-dessus ? Comment vous imaginez un futur positif pour cette médecine dite intégrative ? Je crois que c'est une proposition de valeur très sérieuse qui va pouvoir changer la santé de demain. Je crois que c'est en s'ouvrant, en créant des espaces de rencontre entre tous ceux qui constituent et qui peuvent être vraiment autour du soin. Je crois que le sujet du soin, le sujet de la santé, ce n'est pas qu'un sujet médical, c'est un sujet
paramédical. C'est un sujet aussi qui concerne les pratiques de soins non médicamenteuses et qu'on a besoin en fait de tout le monde, de personnes formées, de personnes qui sont acculturées, de personnes pour lesquelles on va aller vérifier véritablement leur diplôme et leur engagement en santé, pour que ces gens travaillent ensemble et puissent créer vraiment du commun, de la connaissance pour mieux accompagner les patients. Mais pas que, je crois que cette dimension, et c'est important, elle est aussi créatrice d'intelligence collective et que quand on se sent moins seul, quand on sait qu'on peut se reposer sur un nombre d'acteurs de soins qu'on choisit, pour lesquels on a vérifié à la fois leur engagement, mais aussi leur savoir-être et leur savoir-faire, eh bien on confie tous ensemble des individus pour qu'on puisse vraiment passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine plutôt centrée sur l'individu et son projet de vie. La balle est dans le camp des médecins ? Je crois que non, je crois que la balle, elle est dans le camp de tout le monde. Je crois que c'est pas facile quand on est médecin et qu'on n'a pas beaucoup de temps de s'ouvrir et d'aller voir ce que font les autres. Parce que la paperasse administrative, parce que c'est complexe, parce qu'il y a des heures de consultation, des heures d'administratif, qu'il y a des tas de colloques pour se tenir à niveau. Donc il y a des agendas qui sont déjà très complexes. Mais il y a aussi, je crois, un effort de confiance. Et l'effort de confiance, il est juste sur la rencontre. Il est juste sur le fait de rencontrer et de discuter. Moi, je reçois, une dizaine de thérapeutes par semaine. Ça vaut le coup de prendre du temps et de s'asseoir quelques minutes pour comprendre vraiment l'engagement de chacun et la place que chacun peut avoir avec effectivement un cadre pour accompagner les patients. Et je reviendrai aussi sur la dimension du sens. Je crois qu'on est vraiment en crise de sens en France, mais pas que. La question du soin, elle est au centre. La question du prendre soin, elle est au centre du débat. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'agite tous beaucoup. C'est le sujet du trou dans la raquette. Je crois que la médecine est devenue très technique, on pense que dès lors qu'il y a un soin technique, alors c'est suffisant. Or, l'être humain a besoin d'autre chose. Les gens meurent de ne pas être en lien. Les gens meurent de ne pas être écoutés. Donc on a quand même une médecine aujourd'hui une médecine, mes excuses, c'est une erreur. On a un système de santé qui est en crise et il est aussi en crise de sens. Et je crois que la rencontre aussi avec des acteurs qui ont du temps dans leur pratique peut être aussi une proposition de valeur pour le changement de la santé de demain. C'est dommage, ça ressemble à une conclusion, mais c'est pas la conclusion. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre et on va retomber sur nos pattes, vous allez voir. Le chaman et le médecin. Donc c'est un livre que vous avez écrit avec votre fils. C'est un dialogue, c'est un livre qui est écrit sous forme de dialogue. Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est vous, médecin, qui vous êtes dit, bon, il faut quand même que je m'intéresse à ce que fait mon fils, qui est apprenti chaman. C'est aussi simple que ça? La vie n'est jamais simple. Donc le livre est signé par Arthur et Stéphane Laurent. Arthur a 41 ans et il en avait 40 quand le livre est sorti l'année dernière, il y a 18 mois. Et il s'intéresse au chamanisme depuis l'âge de 20 ans. Il a fait des études prolongées et difficiles. Votre micro, pardon. Parce qu'il y a il a toujours été en contact avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et là, il a découvert une certaine forme de chamanisme qui l'a toujours passionné. Il a eu la chance de visiter et de rendre visite et de passer quelques temps dans des peuples autochtones, une dizaine, ce qui lui donne une bonne expérience. Et il y a quelques années, il a décidé de devenir chaman pour
un jeune blanc-bec de Paris qui a fait ses études très sagement dans un grand lycée parisien. Ça avait de quoi un peu étonner. Mais il était absolument passionné. Et un jour, il nous a dit à Noël, à son frère, à sa sœur, à sa maman, sa sœur et sa maman sont dans la salle. Et il nous a dit, écoutez, voilà, j'ai besoin de 4 heures de votre temps. Après le dîner de Noël, on couche les petits-enfants et vous m'écoutez, parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, très bien, on a dit, voilà, il fait son coming out, de quoi va-t-il nous parler? Et il nous a dit, voilà quelle est ma vie depuis 20 ans, voilà ce que je veux faire, est-ce que vous le comprenez, est-ce que vous me soutenez, et je vais vous convaincre, on a 4 heures devant nous, donc je pense que vous serez convaincus à la fin de ce moment-là. Et donc, on a tous été absolument passionnés, fascinés. On s'est rendu compte qu'il nous avait tendu la perche à plusieurs reprises, qu'on ne l'avait pas saisi, bref. Et on n'a pas voulu en rester là et on a poursuivi les discussions. Mais comme il habite au Pérou, puisqu'il a fondé une entreprise sociale dans la décarbonation, ce qui lui donne aussi les moyens de rendre visite à de nombreux peuples autochtones dans ce pays-là. On a fait de la visioconférence et j'ai pris beaucoup de notes sur ce qu'il me disait parce que j'avais un peu de mal à comprendre. Et en prenant des notes, je réfléchissais et à la prochaine visioconférence suivante, je lui posais un certain nombre de questions. Ce qui l'énervait beaucoup parce que je ne comprenais pas de quoi il voulait parler et ce qui m'énervait beaucoup parce que je ne comprenais pas non plus de quoi il voulait parler. Mais progressivement, à force de parler, d'écrire, de travailler, d'argumenter, d'avoir une vraie méthode scientifique de discussion, on s'est retrouvés sur un terrain commun et j'ai découvert un monde extraordinaire. Le monde des médecines traditionnelles. Qui est le monde des médecines traditionnelles enseignées par les chamans dans les peuples autochtones de génération en génération depuis des millénaires, avec des résultats parfois étonnants. Et il a fallu positionner, un peu comme on le fait ce soir, la médecine conventionnelle par rapport aux médecines traditionnelles. Et donc, on a abordé un certain nombre de choses, et je vais vous la faire courte. D'une manière générale, un chaman, tel qu'il a pu l'observer en Amazonie péruvienne, chez un peuple très particulier qu'on appelle les Indiens Shipibo, Konibo, est un sage, un guérisseur, un homme qui est habité par les esprits, qui connaît la manière traditionnelle de prendre contact avec les esprits et qu'il soit d'ailleurs, qu'il se mette lui-même en état modifié de conscience ou qu'il prenne des substances pour faciliter son entrée en état modifié de conscience. Et en communiquant avec les esprits, c'est ce qu'on est en train de faire là d'ailleurs. Mais il peut mieux comprendre quelle est la pathologie du sujet qui vient le voir. Qu'est-ce que ça vous fait ça d'entendre ça, vous médecin, 40 ans? Alors là, ça a été très compliqué parce que pour moi, une pathologie, c'est je sais pas moi, c'est des douleurs de colique néphrétique, c'est une insuffisance rénale, c'est une angine de poitrine, c'est bref. Mais pour lui, la pathologie, et pour les chamans, la pathologie, c'est quelque chose de totalement holistique. Tout le monde connaît bien ce mot là-dedans. Maintenant, c'est quelque chose qui va du mal-être ou de l'anormalement fonctionnel, mais qui englobe toutes les fonctions de l'organisme. Donc il a fallu se mettre d'accord. Et ce qui est très compliqué dans tout ça, mais je vais vous la faire courte, c'est qu'il y a des problèmes de sémantique, c'est-à-dire qu'il y a la manière dont les Indiens appellent ces maladies-là, dont lui a compris que ça correspondait à telle maladie du monde occidental, et dont moi je comprends, d'après ce qu'il m'explique, que ça peut correspondre à telle maladie. Donc on a vite abandonné cette nosologie, ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire donner un nom à une maladie,
Et on est parti sur la manière de guérir. Alors, comment ça se passe? Eh bien, et c'est ça qui est fascinant, c'est que le chaman se voit amener quelqu'un qui ne va pas bien, et ce médecin, celui qui ne va pas bien, exprime pas forcément toutes les causes. Et il dit, moi, je ne vais pas bien. Et le chaman, avec un abord énergétique ou un abord de communication avec les esprits, essaye de deviner ce qui ne va pas. Et se fait souffler par les esprits avec lesquels il est en communication les meilleurs chants de guérison. Et la cérémonie se termine et le sujet revient ou ne revient pas. Alors tout le monde sursaute ici en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette communication avec les esprits ?» Moi, la communication avec les esprits, c'est ouvrir mon Vidal, c'est-à-dire mon dictionnaire des médicaments. Et donc, pour lui, la communication avec les esprits, ce qu'il en a compris, comme c'est un milieu très animiste, c'est au travers éventuellement des psychédéliques qui sont absorbés, et on va parler dans un instant de l'ayahuasca, qui était la substance centrale de ce livre, perçoit une communion avec des êtres qui sont des entités non humaines. C'est-à-dire que ça peut être le fleuve, la rivière, la montagne, les plantes, des félins, des serpents, des poissons, etc. Et il y a un entraînement pour ça. Et donc il y a une formation de génération en génération pour arriver à percevoir tout ça. Et l'outil thérapeutique, c'est un chant. Alors comment marche le chant? Rapidement, et après on passera à l'ayahuasca. Le dessert. Alors, le chant, c'est une vibration et c'est chanté dans tout un contexte. Alors, on passe tout de suite à l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, c'est une plante qu'on trouve dans la forêt. Vous en avez peut-être entendu parler. Beaucoup d'entre vous appartiennent à la génération qui a lu le livre de Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, peut-être que ça vous dit quelque chose, où on parle d'autres substances, le peyote, qui est un cactus mexicain, les champignons hallucinogènes, qui sont de la psilocybine. Et là, l'ayahuasca, c'est un mélange de deux plantes, un buisson et une liane. Et de manière tout à fait étonnante, ces substances-là correspondent exactement à ce que l'on sait du mécanisme d'action des antidépresseurs en médecine classique. Voilà. Vous voyez, je savais qu'on allait retomber sur nos pattes. La substance s'appelle la diméthyltryptamine. Elle agit sur des récepteurs que nous avons dans notre cerveau. Elle active ces récepteurs qui activent un certain nombre de régions cérébrales qui sont mises en connexion et qui ont des propriétés d'amélioration de l'humeur, de créativité, d'exceptionnelle compréhension du monde, d'augmentation des capacités intellectuelles, etc. Et c'est des effets à court terme et c'est des effets à long terme. C'est-à-dire des effets qui persistent après une seule cérémonie. Donc ça, c'est intéressant. Ça, vous êtes loin d'être le seul de le dire. Et il y a des études en ce moment qui sont menées sur l'ayahuasca et sur d'autres psychotropes qui sont notamment... vous avez parlé des molécules de champignons, sur la kétamine, sur le LSD. Oui. Est-ce qu'on est là face au futur de pratiques non médicamenteuses? Alors oui, moi je pense que c'est un futur. Enfin, en tout cas, c'est un futur qui a déjà commencé. Hein, puisque, commencer, c'est-à-dire? Parce que c'est interdit en France. Voilà, c'est interdit en France, si ce n'est que, tu citais la kétamine, l'eskétamine, qui est un spray nasal de kétamine, qui s'appelle Spravato, est utilisé en France sur prescription d'un psychiatre, avec un encadrement par un psychothérapeute dans les dépressions sévères. Donc là, on est déjà dans l'aujourd'hui. Mais on étudie quantité d'autres psychédéliques parce que la dépression sévère reste un problème difficile.
Les Américains qui ont fait face à une quantité impressionnante, parce que c'est les plus grosses troupes militaires engagées sur le monde de syndrome post-traumatique, s'intéressent beaucoup à l'ecstasy, MDMA. Bon. Mais pour toutes ces pathologies, douleurs chroniques, addiction, syndrome de stress post-traumatique, dépression sévère, des psychédéliques de type ayahuasca ou diméthyltryptamine ou peyote, mescaline ou psilocybine, les champignons mexicains, sont utilisés avec, ce qui est intéressant, une approche très occidentale de méthodologie des essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il y a une pilule de placebo et une pilule de poudre de champignons hallucinogènes. Voilà. Et on regarde ce qui se passe chez Et le on regarde sujet. ce qui se passe. Alors évidemment, mon fils Arthur vous dirait que on sort complètement du cérémoniel du chaman dans la case, la nuit, environné de la jungle et des esprits de la jungle, etc. Bien sûr, mais au moins, on arrive à démontrer quelque chose qui n'est pas totalement, entre guillemets, fumeux. C'est qu'il y a une réalité où les molécules qui sont issues de ces plantes de la jungle sont capables d'améliorer le fonctionnement de notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment... et on appelle ça de l'ethnopharmacologie, mais bon, maintenant, il y a vraiment une quantité considérable de littérature sur le sujet et les essais thérapeutiques sont en cours et je pense que dans une dizaine d'années, on autorisera au cas par cas, grâce aux agences de santé ou à la FDA ou l'agence européenne, l'utilisation de certaines de ces molécules dans certains cas particuliers. Merci beaucoup. On peut déjà les applaudir tous les deux. Merci. On va passer à vos questions. Maxime, qui se cache pour le moment, va venir et va prendre vos questions, vos remarques. Il y en a déjà une sur ma gauche, de l'autre côté. Merci pour ce témoignage en tout cas. Bonjour, docteur Mercadier, je suis médecin généraliste à l'hôpital Saint-André. Merci à vous deux pour cette conférence. Merci à l'animateur qui a animé tant bien que mal. Je vais essayer de résumer ma pensée. J'ai connu pire, Les ingénieurs, c'est les pires. Je vais essayer de résumer ma pensée. Je vous jure qu'il y a une question à la fin. Déjà, on a parlé chez Razad, je suis désolée, je me souviens plus de votre nom de famille. Vous avez parlé de pratiques de soins non médicamenteuses, de pratiques de soins non conventionnelles, et vous avez utilisé PNSNC pour dire pratiques de soins non médicamenteuses. Il y a, à ma connaissance, pas de M dans PSNC. Du coup, je voulais juste que vous puissiez préciser pour vous ce que vous faites à l'Institut Raphaël. Est-ce que c'est des PSNC? Est-ce que c'est des pratiques de soins uniquement non médicamenteuses mais conventionnelles? Ça, c'était la première question facile. Pour la suite, sachant que dans les pratiques de soins non conventionnels, il y a la diététique, il y a la kinésithérapie, il y a l'activité physique adaptée, qui sont toutes des thérapies parfaitement prouvées. Sachant que le yoga est une PSNC, mais qui a fait la preuve de son efficacité, et effectivement, mais en fait qui est de l'activité physique adaptée, donc qui rentre parfaitement dans le champ de la médecine conventionnelle, en fait. Sachant que les pratiques de soins non conventionnels et les MAC, du coup, les médecines alternatives et complémentaires, sont efficaces principalement sur des symptômes complètement subjectifs tels que la douleur, le bien-être, la qualité de vie, etc. Sachant que des ostéopathes se font passer pour des professionnels de santé et pour le coup, j'en ai un paquet au cabinet de patients qui sont persuadés que les ostéopathes sont des professionnels de santé, bien que ces ostéopathes sont de bonne foi, ou en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Sachant qu'il existe au moins une acupunctrice à Cestas qui n'est pas du tout médecin et qui m'a pourtant mis des aiguilles dans le bras. Sachant que certes, les soins de psychologie sont très mal remboursés, mais qu'en fait, ils sont pris en charge à 100% à hauteur de 12 consultations par an au minimum, et qui sont pris en charge à 100% également pour les personnes dans le cadre du panier 100% pour les soins d'oncologie. Donc, je suis très étonnée par rapport à votre témoignage, par rapport aux patients leucémiques, qu'il n'ait pas reçu cette proposition-là du CHU, ce qui serait très triste si effectivement c'est le cas. Sachant qu'effectivement, le corps médical a peu le temps de prendre en charge... Est-ce que on va... Oui.
Là, Mais il y avait beaucoup d'arguments que j'ai trouvés un peu fallacieux. C'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Est-ce que vous pouvez choisir? Donc, il y a effectivement la sémantique du départ. Non, mais il y a la sémantique du départ. Effectivement, ça, Sherazade pourra. Oui, ça, ce sera très très rapide. Voilà. Ensuite, il y a non, mais si je peux résumer, ensuite il y a effectivement l'aspect psy, effectivement non remboursé, remboursé, que vous soulignez. Votre cas personnel, effectivement, sur l'acupuncture, sur l'ostéopathie, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, le dernier, vous sélectionnez un des deux. Allez, on tranche. Pour résumer, le modèle biopsychosocial fait de la médecine alternative et complémentaire et fait de la pratique de soins non conventionnels depuis la fin des années 70. Certes, il tarde à s'imposer dans le modèle par rapport au modèle paternaliste qui malheureusement perdure. Mais pourquoi vouloir absolument mettre un vernis de pseudo-scientifisme là où en fait la médecine biopsychosociale fait très bien ce que les sophrologues et les naturopathes font, avec lesquels vous travaillez, sachant que la majorité des naturopathes font de l'exercice illégal de la médecine et de la diététique. Ok. Alors. Il y a une question, il y en a plusieurs à la fois. Moi, j'aimerais bien revenir sur le projet de médecins oncologues, il y a plusieurs années, qui se sont rendus compte que malgré le fait qu'ils attribuaient des soins et qu'ils dispensaient de soins techniques, pour autant, leurs patients ne se sentaient pas guéris. Malgré les plans cancer, malgré le fait qu'il y ait déjà des propositions, que les patients ne se sentaient pas guéris. Et qu'ils finalement, après les soins, et là c'est vraiment très centré oncologie, qui chez nous en fait tracte vraiment toutes les maladies chroniques, eh bien les patients, malgré ces soins techniques, ne se sentaient pas guéris. Et la proposition de valeur, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients pour finalement rendre à la société, après des traitements lourds, de chimiothérapie, de radiothérapie, comment on fait pour que ces patients réinvestissent leur vie, aillent travailler de nouveau, puissent être dans une dynamique psycho-émotionnelle satisfaisante, comment ces patients allaient pouvoir retrouver une qualité de vie malgré eh bien, toutes les problématiques à la fois psychiques, mais aussi toutes les blessures physiques qui ont porté atteinte finalement à leur identité. Parce que quand on perd ses cheveux, quand on est opéré et qu'on a pendant un temps, on se sent mutilé et qu'on a peut-être un sein jusqu'à la reconstruction sur 2, qu'on perd ses ongles. Il y a vraiment ce sujet d'accompagner en fait les patients. Et en fait, on se rend compte que soit les patients ne trouvent pas les bons acteurs, soit que les patients ont des difficultés à trouver les bons espaces. Et l'Institut Raphaël a été créé pour ces patients-là, pour que ces patients puissent finalement retrouver une qualité de vie à travers un parcours de soins qui est personnalisé, un parcours de soins qui est évalué et qui va permettre de répondre à un objectif thérapeutique que le patient va poser avec sa coordinatrice de soins. Donc, un médecin et une équipe médicale d'oncologues qui décident de ne plus travailler seuls et qui offrent ces parcours de soins aux patients pour que soient rendus finalement à la société des personnes qui ne soient pas en rupture familiale, qui ne soient pas en rupture professionnelle et qui se sentent entre ces traitements techniques et le parcours de soins guéris. Alors, nous, on a la chance d'avoir, et on fera pas, je ne suis pas naturopathe et on ne fera pas
on ne discutera pas de naturopathie particulièrement, mais est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de la naturopathie et des naturopathes, il ne faut pas faire la distinction? Je crois que toutes ces pratiques non médicamenteuses, c'est un mot qui existe, c'est une société savante qui pose en ces termes ces pratiques non médicamenteuses, ou ces PSNC, qui sont ces pratiques de soins non conventionnelles, dont fait partie la naturopathie. Ce sont des propositions qui aujourd'hui font débat. Et aujourd'hui, pour autant, on a beaucoup de patients qui y ont recours. Et notre proposition, c'était de choisir les bons acteurs, parce que je crois qu'il y a plusieurs naturopathies. C'est important de choisir les bons acteurs. C'est important de choisir les bons naturopathes. Nous, aujourd'hui, les naturopathes que nous avons à l'Institut Raphaël, nous avons une ancienne avocate qui aujourd'hui propose, qui a fait une formation en naturopathie. Il existe un master, donc 5 ans de naturopathie pour ces praticiens, et qui aujourd'hui font des propositions de soins où on va aller travailler spécifiquement sur certains symptômes comme la fatigue ou comme les vomissements, et qui sont des approches sans effet secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir 3 séances de naturopathie, alors, voilà, alors, aujourd'hui, les deux existent, et on a plusieurs sociétés savantes. Aujourd'hui, on est plus en lien avec le CUMIC, qui précise vraiment, qui est le Collège universitaire des médecines complémentaires, et qui parle, lui, de PSNC. Et donc, on est plus en lien avec les PSNC aujourd'hui, si on parle politique de soins. On va avancer sur les monsieur et derrière. Ouais. Je voulais juste dire que théoriquement, il y a 32 CHU sur tout le domaine français et dom-tom. Au total, puisque vous posiez la question tout à l'heure. Merci. Moi, je ne suis pas médecin, je suis infirmière. Moi, je pense que d'élargir autour de quelqu'un, par exemple, quand vous êtes opéré, vous trouvez ça normal après d'aller 2 mois chez le kiné pour vous rééduquer. Moi, je pense que si on voit plus large l'être humain, quelles que soient ses blessures, qu'elles soient psychologiques ou effectivement organiques, je pense que c'est un plus, et je pense qu'on est dans une évolution. Voilà. Quant à votre fils qui est devenu apprenti chaman, j'ai vu aussi des reportages, puisque moi je ne voyage pas, pour protéger un peu le carbone. Voilà. Protéger la planète, le carbone se porte très bien. Les chamans sont aussi avant tout des botanistes, c'est-à-dire des gens qui connaissent très bien les plantes. Et voilà. Merci. Là. Allez-y. Ou derrière pour aller plus vite, comme tu veux, Maxime. Monsieur, vous pouvez relever la main, s'il vous plaît. Ouais. Merci, Maxime. Bonsoir. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. C'est pas grave. Je suis peut-être un futur patient. Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport à le terme à la mode, l'intelligence artificielle. Le micro. Ah, pardon, alors, comme ça ? Ouais, ou alors il est... Tenez, prenez celui-là. C'est mieux ? Oui. Je voulais parler d'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, on parle de l'intelligence artificielle pour de la technologie comme l'information, les médias, ce genre de choses. Vous ne pensez pas, c'est une question vraie pour les deux personnes, est-ce que vous pensez que la dérive de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la communication et le véhicule d'idées fausses, d'idées erronées sur la santé ou d'autres sujets, ne va pas justement mettre à bas non seulement la médecine traditionnelle, mais également les compléments, les complémentaires, qui peuvent avoir du bien-être pour les gens. Alors, juste, oui, enfin,
je me permets de répondre. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de grande anxiété par rapport à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que il y a des bases de données scientifiquement valides, et puis il y a un monde Internet de fake news. Il y a un monde Internet de désinformation. Voilà. Et donc, les universitaires, les médecins, tous les praticiens de santé vivent en permanence cette désinformation et luttent contre la désinformation. Alors, l'intelligence artificielle peut juste accélérer la désinformation ou augmenter le risque, mais elle peut aussi nous aider à la contrer. Et donc, des systèmes entre guillemets automatiques de contrôle de mauvaises informations peuvent être mis en place. C'est mon côté optimiste. Voilà. Mais vous avez raison, hein, l'intelligence artificielle, c'est un système d'accélération d'échange d'informations, alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Alors, la discussion d'aujourd'hui, qui est une discussion entre nous, de face à face, sans passer par Internet, je pense qu'elle peut faire beaucoup, beaucoup de bien, et plus elle aura lieu, comme on le dit depuis le début, et mieux ce sera. Et donc, je crois qu'il faut féliciter CapScience d'avoir mis ce sujet en débat. Ouais. 2 questions brèves et qui vont demander 2 réponses brèves. Vous avez parlé de déshumanisation du côté des soignants. Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas déshumanisation du côté de la société elle-même? Du côté des soignants, il suffirait que la même chose soit dite autrement. Des fois, ça suffirait. Et par contre, chez ma dentiste, ce matin, il y avait une pancarte. Rapidement. Toute agression sera sanctionnée. Est-ce que, de votre côté, vous sentez une agressivité qui existe depuis peu de temps ou qui a toujours existé, mais on n'en a pas parlé? La deuxième, vous avez dit qu'on ne peut pas tout rembourser. Pourquoi un médecin, un gars qui est courbé en deux sur sa voiture, qui ne peut pas sortir, on lui prescrit 32 séances de kiné, et il a toujours mal au dos au bout de 32 séances, alors qu'une séance d'ostéopathe suffit, et qui n'est pas remboursée? Ça, il n'y a pas de preuve, mais, mais allons-y. Sur la première. Certes, ça dépend des ostéopathes. Sur la première, Oui, je dirais juste qu'avec des mots, on peut sauver, et avec des mots, on peut tuer. Voilà. Donc les mots sont très importants. La manière dont on va dire les choses, la manière dont on va annoncer les choses est essentielle. Le sujet, c'est vraiment davantage la déshumanisation du soin de manière générale, qui est au cœur de la problématique. Le manque de temps fait qu'on prend des raccourcis et qu'on fait des annonces qui ne sont pas toujours faciles à absorber. Et en même temps, on est dans une réalité avec un principe de réalité qui fait qu'on a moins de temps pour annoncer les choses, on a moins de temps pour dire les choses. Parfois, on va avoir un diagnostic par un radiothérapeute qui va informer le patient, alors que peut-être il aurait fallu que ce soit l'infirmière de coordination qui l'annonce. Bref, ce sont des process peut-être à mettre en place pour qu'on considère l'importance de l'émotion dans le domaine du soin. Est-ce que la société devient agressive en contrepartie ou pas? Moi, j'ai 50 ans. À 20 ans, j'étais engagée déjà dans le monde de la santé, et mon premier job, c'était d'aller dans les services pédiatriques des enfants à l'hôpital. Il n'y avait pas de panneau qui disait prenez soin de la manière dont vous vous adressez au personnel soignant. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le débat, mais on se rend compte, entre les réseaux sociaux, entre le manque de liens, combien le sujet du rapport à l'autre est central, et donc est central en santé. Merci. Vous vouliez faire une réponse rapide ou tout rapide? Concernant les remboursements, puisque vous posiez la question, effectivement, c'est assez compliqué. Enfin, certaines mutuelles remboursent 1, 2, 3, 4 séances d'ostéopathie par an en fonction de... Voilà. Question. Merci pour votre question.
vos questions. Bonjour. Deux petites questions, ça ne sera pas long. Je vous le promets. On a beaucoup entendu parler des difficultés d'accès aux soins pour les médecines conventionnelles chez les médecins, 3 à 6 mois de consultation en moyenne. Est-ce que les médecines alternatives et non conventionnelles serait-il pas un faux débat, ou en fait le vrai débat serait-il plutôt l'accès aux soins des médecins de la médecine conventionnelle? Et deuxième question, on a entendu beaucoup la terminologie complémentarité. Est-ce que cette terminologie s'ancrerait pas dans une défiance des médecines conventionnelles envers les médecines alternatives, dans le sens où les pratiquants, les praticiens de la médecine alternative ne seraient pas en capacité de recevoir leurs patients et de savoir quand il faut les ramener vers des médecines plus conventionnelles? On repart au début, là. Merci. Oui. Moi, je maintiens quand même la notion médecine complémentaire. Tous les deux, nous étions d'accord pour préférer ce terme de médecine complémentaire au terme de médecine alternative. On s'est largement expliqué sur le sujet. Je vous laisse répondre sur la première partie. Moi, j'ai juste une question. Vous êtes jeune. Est-ce que vous vous destinez à un métier de la santé? Est-ce que vous êtes déjà dans le milieu de la santé? Et je trouve ça juste extraordinaire qu'on ait au premier rang deux jeunes, l'un assis à côté de l'autre, et vous n'avez pas manqué un seul mot du débat. Donc, j'avais envie de savoir qui vous êtes. Je suis en deuxième année de droit et en réorientation pour les études de médecine. Je propose que vous continuiez cette discussion après. On va discuter. Voilà. Ouais, il y avait une question. Et sur les déserts médicaux méritent une rencontre en soi. Ça, je suis tout à fait d'accord. En ville et à la campagne, d'ailleurs. Bonjour, j'avais une question, je suis médecin, comme ça je l'ai dit directement. J'avais une question sur le genre. Je trouve que ces pratiques complémentaires en santé, elles sont beaucoup proposées par des femmes et beaucoup suivies par des femmes. J'avais une question, est-ce que vous avez une explication quant à cette différence de genre? Est-ce qu'on peut envisager pour les hommes, qui visiblement sont un peu laissés de côté dans ces situations, des thérapies complémentaires à base de bière, de football et de MMA? Merci. Non, on va garder le côté sérieux du début. Mais c'est un sujet très sérieux. S'il vous plaît. C'est un sujet très sérieux parce que les parcours dont on parle, souvent les femmes s'en saisissent plus facilement. Parce que c'est plus facile d'aller parler, parce qu'il y a des groupes de parole, il y a des dynamiques quand même qui sont collectives. Et c'est vrai que les femmes ont plus de facilité à aller parler de leurs problématiques. Pour autant, chez les hommes, le cancer est la première cause de mortalité. Donc ça veut dire que les hommes n'ont pas moins besoin d'être accompagnés sur leurs problématiques, d'autant que les cancers de la prostate posent des sujets sur la santé intime et sexuelle très complexes. Donc on pense à des parcours très spécifiques autour de l'activité physique adaptée, autour de la nutrition, sur des sujets qui vont être que les hommes vont être plus à même de suivre, et des parcours vraiment personnalisés. C'est important parce qu'on a tout autant besoin d'être accompagné, quel que soit le sujet du genre. Nous sommes 100 acteurs, 90% de femmes. Je crois qu'il y a aussi un sujet financier, parce que je crois que de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les sujets fallacieux, on pouvait aussi penser la question du remboursement, du non-remboursement, du fait que ce soit des thérapies qui soient coûteuses, qui restent à la charge du patient, que ce soit forcément pas hospitalo-centré. Je crois que le sujet, il est aussi dans la personnalisation du soin.
Et dans ce qu'on va apporter au patient, quel que soit son genre, il est question d'identité, il est question de vécu pour chacun. Et donc cette personnalisation du soin, elle est essentielle. Merci. Et je crois qu'il y a des études en ce moment sur le houblon. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Question, et après, dernière question. Sur le CBD, c'est sûr. Oui, sur le CBD, oui. Alors, merci pour votre présentation. L'intitulé de la conférence, c'est « Si on en discutait sérieusement », et malheureusement, j'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à un discours assez prosélyte. Alors, je suis désolé, je vais être un peu la personne désagréable qui va dire que comme on parlait de sémantique au début, ce que vous appelez thérapie complémentaire ou pratique de soins non conventionnels, moi, en fait, j'appelle ça du charlatanisme et j'appelle ça des fake meds, des fausses médecines. Et en fait, je suis content que ça ait été quand même prononcé, que ces disciplines reposent sur des fondements pseudo-scientifiques et notamment spiritualistes, etc., et n'ont pas de validité, quoi. Au-delà de leur efficacité thérapeutique pratique, elles ont aussi des fondements théoriques qui sont infondés et qui ont peu de chances de démontrer quoi que ce soit un jour, quoi. Alors, quand vous avez donné par exemple l'exemple du yoga qui est efficace peut-être que c'est l'activité physique qui est efficace. Et quand on parle d'ostéopathie, peut-être que c'est la thérapie manuelle qui est efficace, parce qu'elle regroupe quand même des fondements théoriques supplémentaires à leur pratique. Voilà, j'avais juste ça à dire. Je sais pas si vous... Stéphane, j'aimerais bien je pense que vous avez déjà entendu ça, notamment après la sortie du livre. Oui, ça c'est une réflexion très récurrente, mais et moi je pensais comme vous il y a 3-4 ans. Et après avoir discuté avec mon fils de ces différents aspects et avoir lu aussi beaucoup à la fois de mes collègues et de philosophes, de sociologues, d'anthropologues, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on ne demande pas la même chose. On ne demande pas la même chose à la médecine conventionnelle. Et la médecine conventionnelle, je l'ai dit en introduction, elle doit apporter la preuve. Et on enseigne la preuve, c'est une médecine des faits, c'est une médecine basée sur le factuel et la preuve, alors que pour toutes les autres médecines non conventionnelles, on ne demande pas de preuve en fait. C'est-à-dire que le sujet, celui qui a besoin de ces médecines-là, accepte qu'il n'y ait pas de preuve, accepte que peut-être que ce soit lui, l'élu, où ça va bien marcher. Et il accepte, il a une tolérance pour l'échec, si vous voulez, qui m'a longtemps laissé pantois. Et bon, Scheherazade vous a expliqué que dans un nombre croissant de domaines, on recherche des preuves. Et on recherche des preuves d'efficacité, peu importe. Parce que là, il y a deux choses, il faut bien différencier la démonstration de l'efficacité et la démonstration du mécanisme par lequel ça marche. Alors, la démonstration de l'efficacité, on peut le faire avec des essais suivant le bon gold standard méthodologique. Mais encore faut-il réaliser ces études. C'est long, c'est coûteux, et ensuite, il en faut un grand nombre pour pouvoir tirer une bonne conclusion. En revanche, les mécanismes d'action, alors là, oubliez. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de l'homéopathie, par égard pour notre modérateur, parce que ce serait devenu fou. Mais l'homéopathie, ce sont des dilutions qui dépassent le nombre d'Avogadro, dont les gens dans la salle se souviennent des cours de seconde, 10 puissance 23, dans une dilution qui dépasse 12 CH, il n'y a plus une seule molécule. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il s'est passé autre chose, en admettant que l'homéopathie ait démontré une certaine efficacité. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à la démontrer, l'efficacité. Et alors, on a très peu parlé de l'effet placebo, mais on a très peu parlé de l'environnement, on a très peu parlé de l'écoute. Normalement, c'est les gens dans le public qui regrettent, c'est pas les gens sur scène qui regrettent, mais c'est pas grave. Et donc, vous voyez, on avance progressivement, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas demander. Voilà. Et si vous vous amusez à regarder, si vous vous amusez à regarder Wikipédia, que j'adore, et qui est vraiment une belle source d'informations vérifiées,
elle est tellement vérifiée que Donald Trump veut la supprimer, et Elon Musk aussi. Si vous regardez Wikipédia, vous verrez que pour un grand nombre de ces médecines complémentaires, il est bien écrit qu'il n'existe aucune preuve de mécanisme démontré. Bon, mais c'est un autre problème. C'est un abord, je dirais, presque plus philosophique ou sociologique de la demande du patient vis-à-vis du médecin. Je suis désolé, je vais... Ok. 2 dernières questions, et après, vous allez pouvoir... Ouais, une. Et je remercie déjà les gens qui restent, même s'il est très tard, vous devez avoir faim. Enfin, ou alors je fais un transfert, je sais pas. Voilà. Allez-y. Bonjour. Alors moi, j'ai parlé en tant que... Moi, je suis psychologue et en plus, en tant qu'ancienne malade, je ne vais pas vous dire de quoi, mais qui a suscité des soins multiples. J'ai 2 questions. Enfin, on a parlé beaucoup, en fait, de la complémentarité des maladies, mais sans du tout parler de prévention. Et moi, je vais vous demander... pour vous, en quoi cette complémentarité, justement, pourrait avoir un effet sur la prévention et justement l'évitement d'un certain nombre de maladies qu'on n'anticipe pas du tout. On est très fort en France pour la prévention, non ? Pardon. C'est la dernière blague de la soirée. C'est pas notre spécialité, effectivement, et sur ce sujet de la prévention, je pense que c'est important que tu prennes la main. Juste pour dire qu'effectivement, la dimension de prévention, elle est importante, et elle est aussi... beaucoup de personnes se posent la question de la prévention en France. Il y a énormément d'actions, beaucoup de projets qui sont portés spécifiquement parce qu'on a des chiffres sur les maladies chroniques en prévision qui sont assez terribles. Aujourd'hui, on a entre 11 et 15 millions de personnes qui souffrent d'une pathologie chronique. Et les chiffres démontrent que ces chiffres vont augmenter. Et donc, ça pose la question des états de santé intermédiaires entre la bonne santé et la maladie. Et à quel moment on met le curseur et le warning sur ces états intermédiaires de santé. Le mal de dos récurrent, ça peut être un questionnement sur sa santé. Donc plusieurs états qu'il faut regarder. Et peut-être, et c'est encore toujours le sujet de la complémentarité, c'est que si on travaille ensemble et que pour une raison récurrente, un médecin va dire peut-être que la problématique elle est psychologique. Si vous avez mal au dos en récurrence, est-ce qu'il y a du stress, etc. Et que le médecin ne va pas forcément donner de médicaments parce qu'il sait que la source est ailleurs, il va proposer à une psychologue de prendre le relais qui elle-même pourrait proposer à un autre thérapeute de prendre le relais sur une problématique qui est révélée par un questionnaire, par du temps, par de l'attention. Peut-être qu'il y a eu un vécu traumatique qui fait que ça nécessite une prise en charge particulière. Donc on est toujours sur le temps, l'attention et ce temps qu'on passe ensemble autour du patient pour répondre à la fois sur la dimension de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Une très bonne tribune de Stéphane Foucard dans Le Monde sur à quel point le cancer est une maladie politique. Voilà, c'est une très bonne ressource qui répond aussi à votre question. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, on peut les réapplaudir. Merci. Deux petites choses avant de terminer. On se retrouve le mois prochain pour parler racisme en France, discrimination, racisme, et en avril pour parler du piétinement des renouvelables. Et je rappelle que Mola, notre partenaire, est là, notamment pour le livre de Stéphane et d'Arthur, mais aussi pour d'autres livres sur les médecines alternatives, juste à votre sortie. Merci et au mois prochain. Merci.